Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on fait un petit peu comme d'habitude la routine habituelle, à savoir analyse fondamentale, analyse technique et analyse de sentiments, donc de liquidité sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. Allez, c'est parti pour l'intro. Alors, Bitcoin en daily, vous voyez que on n'est pas forcément allé dans le scénario dont on avait parlé il y a 2 jours, c'est-à-dire plutôt venir nettoyer cette boîte de liquidité sous la structure ici autour des 100 000 dollars. On a continué à tenir le momentum, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Continuer à tenir le momentum, donc cette droite de tendance ici, et pour l'instant on s'appuie là-dessus pour à minima, je dirais, essayer de venir chercher cette boîte de liquidité juste au-dessus, autour des 110 000 dollars. Sur la liquidité que j'estimerais être à court terme, c'est-à-dire globalement les traders du moment, hein, c'est 7 jours, 7-8 jours, pas beaucoup plus. C'est vraiment dans ce scénario-là qu'on est. Ce scénario-là se croise bien avec, bien sûr, la liquidité de position. C'est-à-dire qu'effectivement, on a encore du monde qui était rentré autour de la TH sur le 20 janvier, sur cette zone-là, dans cette, finalement, petite latéralisation qu'on peut avoir ici. Donc quand on regarde l'état de la liquidité, je dirais, sur 7 jours, on a pris le point chaud de cet endroit-là, d'accord. On est venu chercher le point chaud, et également, au travers de la petite correction dans laquelle on était ici, cette correction à 104, eh bien, on a recommencé à construire la liquidité intermédiaire, je dirais, entre 102 et 103. Donc attention à ça, c'est-à-dire que court terme, en termes de liquidité, je dirais que le job est peut-être fait. Cela dit, quand on regarde tout ce qui se passe plutôt au niveau position, et vous comprenez que là, je mélange un petit peu, hein, d'habitude, on sépare bien tout ce qui concerne le fondamental, le technique et la liquidité. Mais quand je regarde finalement sur un scope avec les traders de position, donc à plus long terme, on a cette très belle barre jaune ici, ce très beau point chaud, qui, je dirais là, il s'arrête à 107, mais pour moi, bah déjà oui, il y a encore un truc un tout petit peu plus haut, même si on a touché 108 si je me trompe pas, hein. Il y a peut-être ici un petit bug. Donc on va vérifier ça ensemble, parce que parfois le prix est pris sur Binance et donc ça y va pas, etc. Mais voilà, il y a peut-être un petit bug là ici. Mais voilà, pour moi, il y a aussi des très jolies choses à venir chercher ici dans la barre des 110, 111. Et là, bien sûr, on parle d'un scénario qui peut se faire, étant donné qu'on regarde quelque chose qui s'était fait autour du 20 janvier, on parle d'un scénario qui peut se faire long terme comme court terme. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous le voyez ici, j'ai dissocié les deux boîtes de liquidité. Vous avez cette longue boîte de liquidité qui s'organise dans le temps comme ça, entre guillemets, trader de position, et vous avez cette petite boîte de liquidité qui s'organise dans le temps plutôt liquidité fraîche, liquidité de qualité, hein. La fraîcheur, c'est la qualité quand on parle de liquidité. Eh bien, les deux en ce moment se coordonnent bien. Mais on a en face de cette liquidité fraîche, je parle ici bien sûr de la weekly, eh bien du monde qui s'est positionné longue entre 100 et 102 000 dollars. Donc globalement, les deux scénarios se valent, c'est-à-dire je viens chercher ça pour venir finalement reprendre cette boîte derrière, parce que j'aurais rechargé un petit peu sur du short également, hein. Si on commence à latéraliser un petit peu sur cette zone-là, c'est typiquement ce que le prix pourrait faire. Maintenant, par contre, si je tiens le momentum, et on a fait un scénario dans lequel finalement on tenait ce momentum jusqu'à juillet, et vous comprenez que si on tenait ce momentum, donc on pourrait ici, ce que je veux dire, c'est pas forcément larver une montée comme ça, mais c'est peut-être faire une poussée, refaire quelque chose de plus long en termes de correction, refaire une poussée, refaire une correction par exemple, et mais tenir quand même ce momentum là, que ce soit le tenir, c'est-à-dire que ça reste une droite d'accumulation, on ne la perd pas, d'accord. Et dans ce cas-là, on serait autour du 10 juillet à 160 000 dollars, qui est une target pour nous importante, une target au niveau, voilà, au niveau des tas de choses qui correspond vraiment à une target moyen terme, je dirais. Ou bien s'enrouler autour d'une liane un petit peu, hein, et vous comprenez qu'on a déjà vu ça par le passé, c'est-à-dire à l'inverse, tenir certes le momentum, mais plutôt, je dirais, comme un momentum, hein, réellement, c'est-à-dire comme une droite de tendance, hein, typiquement ce qu'on peut avoir, par exemple, et ça je l'avais un petit peu expliqué, sur cette droite violette, qui depuis les 15 000 dollars correspond un peu à la pente du mouvement. On s'enroule autour, on la perd parfois, mais on revient à chaque fois un petit peu la chercher. Et ce qui fait partie aussi de l'idée globale un petit peu, hein, de ce scénario, que effectivement on est actuellement, comment dire, sous cette fameuse pente de momentum, et que si jamais, je parle de la violette, si jamais on ne la perd pas, ça rejoint pas mal l'idée qu'on pourrait revenir faire une touchette et ou passer par-dessus, hein, mais revenir faire une touchette en tout cas, pourquoi pas, autour du, encore une fois, fin juin, début juillet, pour une fameuse target autour des 160 000 dollars. C'est pas les seules choses qui
nous annonce potentiellement 60 000 $, mais entre guillemets, ces notions de momentum-là, bien sûr, en font partie. Donc voilà pour, je dirais, BTC long terme / 4 heures, puisque vous comprenez qu'on regarde un petit peu ce qui va se passer cette semaine, tout comme ce qui pourrait se passer jusqu'en juin-juillet. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc daily 4 heures. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On avait résistance 15 minutes qui bien sûr est cassée. On avait résistance 1 heure qui bien sûr est cassée. On avait résistance daily qui est cassée. Très bonne chose. Ça ici, on avait parlé dans la vidéo qu'on avait faite il y a 2 jours que si on arrivait bien sûr à clôturer cette bougie-là, parce que vous voyez qu'ici il y a une belle amplitude, il y a une très belle mèche ici, hein, on en avait parlé aussi vers le bas. Si jamais on arrivait à clôturer, qu'on arrivait à casser cette résistance-là en daily, vous comprenez qu'on casse finalement tout ce qui a refusé au niveau daily rapport à l'ATH. L'ATH, il était il était là. Mais rapport ces zones d'ATH, entre guillemets, hein, tout ce qui avait conditionné des prises de liquidité sur la journée. Et on vient par ailleurs, donc celui-ci je peux l'enlever aussi également, on vient par ailleurs de faire finalement la plus grosse clôture weekly de l'histoire de BTC, hein, vous le voyez ici. C'est-à-dire que, idem, si j'avais dû dessiner une résistance weekly, je l'aurais mise par ici. Elle était clôturée la semaine d'avant. Non, elle était clôturée, pardon, ce dimanche. Mais là, c'est quelque chose... Moi, j'en ai pas nécessairement parlé, dans la vidéo qu'on a faite il y a 2 jours. Mais en gros, ici, cette clôture weekly est magnifique. Au sens où il y avait une résistance weekly ici dont on arrive à s'affranchir. Et vous comprenez que au plus vous augmentez la time frame de votre résistance, et là où weekly pour moi c'est de l'ordre de la plus grosse time frame, je regarde pas vraiment le monthly en termes de résistance ou ce genre de choses, même si vous pouvez le faire, mais c'est dans des horizons d'investissement qui moi me correspondent pas forcément. C'est-à-dire que vous comprenez, si vous regardez la monthly, vous êtes sur des horizons d'investissement à 10-15 ans quasiment, hein. Vous avez bien compris ici que quand je regarde une bougie monthly, je regarde un mouvement qui se passe sur bien sûr plusieurs années. Mais ici en weekly c'est magnifique. Il y a un petit peu d'indécision ici, mais cette mèche est jolie pour le moment. Depuis le début de la semaine, vous voyez qu'on a baissé début de semaine et on est venu finalement quelque part retester un petit peu ces zones-là. Donc mettre un peu sous l'eau tous ceux qui finalement s'inscrivaient. Vous comprenez qu'ici, à chaque fois qu'on fait une UT, donc là, en l'occurrence, la semaine, ici, vous avez des gens qui étaient rentrés début de semaine là, et là, vous avez des gens qui étaient sortis début de semaine là. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est venu chercher tous ceux qui étaient rentrés début de semaine ici, hein, et dans leur zone de liquidation, achat, zone de peur aussi, c'est-à-dire j'ai acheté au spot, mais finalement derrière, j'achète 104, je me retrouve à 101, 102, qu'est-ce que je fais ? D'accord ? Donc ça c'est bien, ça refroidit un petit peu la véhémence un peu du marché. Et voilà, je dirais un petit peu où on en est pour, encore une fois, des scénarios un petit peu plus de long terme. Et là, voilà également où on en est sur, je vous l'ai expliqué, les traders de position et les traders également du moment, hein, d'accord, on va dire, sur une unité beaucoup plus swing, voire quasi intraday. Donc voilà, grosso modo, comment je vois les choses sur BTC. Ether contre Bitcoin, est-ce qu'on assiste à une rotation du marché vers finalement cette idée que Ether va désormais surperformer BTC? C'est un petit peu ce que nous a annoncé cette bougie weekly là. Pour le moment, ça fait 2 semaines qu'on est un petit peu en latéralisation. Finalement, qu'est-ce qu'on veut sur Ether contre Bitcoin? Je dirais que c'est casser cette trend là, hein, déjà, qui est finalement une trend qui désormais tient depuis plus d'1 an. Quasiment, hein, vous le comprenez. Et ce qu'on veut, c'est la casser. À partir du moment où on casse pas cette trend-là, on est juste sur un reflux haussier, sur une correction haussière dans une tendance baissière. Donc, c'est pas que c'est pas intéressant à prendre, hein, on est dedans, hein, d'ailleurs, on a ouvert un trade sur Ethereum, pas nécessairement ici sur cette cassure, mais plutôt sur cette idée qu'on pouvait avoir ce fameux retracement haussier désormais, puisque tout cela était très puissant en termes de parabole. Donc, à partir du moment où on perdait cette parabole, on avait une belle chance de faire quelque chose de mignon dans ce sens-là, et je trouve que c'est plutôt le cas. Donc ici pour le moment on est venu chercher ce point pivot, vous comprenez qu'on a cassé cette distribution là et cette distribution là, on a perdu la parabole, hein, typiquement. On est pour le moment typiquement dans le scénario d'une correction haussière au sein d'une tendance
tendance baissière. Globalement, on ne pourra pas dire que ça change, étant donné qu'on a vu ici plutôt quelque chose qui était de l'ordre d'une parabole, tant qu'on n'a pas quelque chose d'extrêmement impulsif dans l'autre sens. Et vous voyez que d'une certaine manière, comment dire, en weekly, c'est plutôt joli pour se dire qu'on est effectivement là-dedans. Et même en daily, on voit ici qu'il y a quand même la poussée et potentiellement la correction. Pour le moment, c'est pas une poussée qui est ravalée tout de suite. Pour le moment, c'est plutôt, tiens, je vais hésiter un petit peu. Et puis, on va voir où ça en est. Globalement, c'est toujours pareil. Là, quand on regarde en daily, ça serait bien de casser cette trend. On n'a pas tenu celle-ci, donc on est vraiment sur un truc larvé correctif vers le bas. On est peut-être ici en ce moment en train même de la casser, mais tant qu'il n'y a pas d'accélération, on ne pourra pas dire ok, ça y est, c'est une belle cassure. Donc Ether BTC, c'est bien, mais c'est confus. Pour le moment, ça rejette sur le premier endroit un peu en daily où ça aurait pu rejeter, hein. C'est-à-dire, vous le comprenez ici, il y avait une petite résistance daily, hein. Et là on regarde en daily bien sûr, qui n'a pas réussi à être cassée pour le moment et qui a provoqué cette petite correction. Globalement, à quel moment on sait que c'est fini, slash c'est perdu, slash on n'y va pas sur Ether BTC ou ok c'est bon, on va éclater l'histoire et on y va sur Ether BTC. Pour moi, on peut le voir dans le volume profile, en tout cas je trouve. Déjà, on voit énormément d'intérêt dans toute cette accumulation-là. Excusez-moi, ça va se mettre à jour. Et globalement, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai une petite zone ici où il y a eu pas mal de volume qu'il faudra passer, c'est la première, et vous comprenez que ça correspond pas mal à la traîne rouge. À partir du moment où on casse la traîne rouge, finalement c'est 0,56 pour moi tout droit, d'accord. Casser la traîne rouge ici offre des targets si jamais qui sont beaucoup plus hauts, hein. On est plutôt sur les 0,080, à savoir la résistance historique sur Ether contre Bitcoin. Maintenant pour le moment, c'est ici, vous l'aurez compris. Maintenant, pour le moment, je trouve qu'on peut pas encore vraiment se dire ok, ça y est, c'est quelque chose. Je trouve cette zone là est extrêmement importante, tout simplement parce que dans le passé, elle avait provoqué quelque chose. Celui qui avait acheté, qui avait swappé, on va dire en 2020, ses Ethers pour le BC, c'est BTC pour de l'Ether, en pensant à un flipning, etc., et qui finalement s'est vu refoulé sur les 0,80, et qui au moment où on est arrivé là, soit s'est positionné vendeur en disant je sors à break-even, soit tout simplement a tenu sa position, il risque finalement d'aller recracher sa position dans ces zones-là. Donc c'est une zone où vraiment pour moi, toute cette zone qui est ici, et cette zone de volume profile, il faudra être extrêmement attentif. Les 0,032 sont une zone de rejet potentiel. Sur ce, pour le moment, vous voyez qu'on rejette sur cette zone-là, c'est-à-dire finalement au sein même de plutôt quelque chose de précédent, avril 2020. Mais globalement, si on arrive en revanche à s'affranchir de ça, je dis que c'est sans problème pour aller rechercher les niveaux des 0,080, qui est la résistance, encore une fois, vraiment historique, la résistance monthly, l'endroit où, entre guillemets, Ether n'est jamais passé, y compris, même là en monthly, sur les endroits les plus hauts, d'accord. Donc, voilà un petit peu cette idée que, pour le moment, rien n'est fait. Mais cette idée que on peut se diriger vers ces zones-là, on peut casser la traîne, ça serait vraiment bien de pas rejeter là, parce que là pour le coup sinon c'est un retour tout en bas. Cette idée également que le point à passer désormais, il aurait pu faire support, ici c'était assez engageant même, alors à l'endroit où finalement là c'est l'inverse. Dans la psychologie vous aviez les gens qui avaient acheté là, qui rachètent, qui reprennent et qui défendent en fait finalement leur position, mais là vous voyez qu'à un moment donné ça a craqué, complètement craqué sur Ether BTC, et le truc a littéralement pété son slip et il nous a donné vraiment cette trace de pneu, encore une fois, dans le caleçon que vous pouvez voir, et cette parabole vers le bas. Derrière, quand je regarde Ether contre le dollar, bon, pour le moment, il est en train de latéraliser. C'est très volatile quand même, vous voyez la taille des mèches en daily qui est quand même assez conséquente. C'est très volatile, c'est plutôt volatile. On avait, il me le semble, mais je sais pas pourquoi on l'a pas gardé. Non, il me semblait qu'on avait mis le support daily ici, mais globalement, d'une certaine manière, il a tenu son support daily. Il est venu faire un petit tour sous la structure, donc en termes de liquidité pour le coup, et c'est ce qu'on avait dit il y a 2 jours, lui est moins chargé que Bitcoin. Maintenant, si Bitcoin doit refouler vers le bas, il le refoulera avec lui. Donc voilà le support daily du moment. Globalement également la zone à passer, je dirais, c'est celle où ici on rejette d'habitude, c'est les 2609. Une clôture daily au-delà des 2609 est plutôt engageante.
Légèrement au-dessus même. On va le mettre comme ça. Pardon, excusez-moi. Clôture daily au-dessus des 2609, qui est l'endroit où ça rejette actuellement, serait plutôt engageante. D'autant plus qu'on est passé sous la structure. Je trouve que c'est pas moche. Si jamais on voit les choses comme ici, j'avais un petit flag. J'ai eu ma poussée au-dessus de la structure et je viens de retester ce flag là pour éventuellement derrière donner une impulsion supplémentaire. Pour le moment, ça impulse pas plus que ça, d'accord ? Je pense qu'on peut effacer ça, on a compris le délire. Voilà, pour moi, cette zone-là, elle est passée, d'accord ? C'était une zone de rejet également en daily, et pour moi, elle est passée, désormais, on s'appuie dessus. Donc, la prochaine zone, c'est tout simplement 2838, et j'aurais tendance à dire que la zone, là, pour moi, la plus dangereuse sur Ether, c'est plutôt 3000 à 3003. Donc, pour le moment, j'espère qu'on va faire ce push supplémentaire pour y aller, mais c'est plutôt ce dans quoi je m'inscris. Le total 3. Le total 3. Donc le total 3, pour le coup, c'est un peu plus confus pour le moment. Vous comprenez que on a cette impulsion qui réussit à casser la traîne de distribution du moment, mais globalement une forme de rejet quand même sur cette distribution-là, qui était un peu mal mise, mais globalement je pense que si on la met un peu plus propre, c'est un rejet. Hop. Donc est-ce que dans quel délire on s'inscrit ? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que je considère que oui, ça refoule, c'est normal, on avait à la fois, vous savez que moi j'aime bien quand il y a à la fois un niveau et une traîne, pour un rejet bien sûr, ou à l'inverse, on aurait pu avoir l'inverse à la hausse. Si on arrive à casser ça, à tenir sur le retest ici, vous comprenez qu'on est en train de retester la cassure de trend, et surtout, en fait finalement c'est une contraction sur les alts, d'accord ? C'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais globalement si je vous le montre en weekly, le prix, il y a toujours une contraction à trouver, d'accord ? Ici, ce que vous avez, c'est globalement cette ligne de support qui correspond à cette pas très jolie figure, qui est, vous le comprenez ici, et nous, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé sur la chaîne, c'est le scénario où ça, c'est une correction haussière, donc du coup, on est dans un flag et qu'on va aller plus bas sur les alts, et il reste, à mon sens, possible. C'est pour ça qu'il faut être positionner que sur des choses qui sont vraiment sur des supports historiques et en plus garder cette idée qu'on peut corriger largement plus sur les altcoins, avoir une altcoin dominance qui revient toucher les 12%, mais en même temps quand même être positionné parce que si ça c'est un range de réaccumulation et que d'un coup on vient à casser là, déjà ces mouvements là étaient prenables. Alors personnellement moi sur ce mouvement là par exemple typiquement, c'est des choses sur lesquelles j'ai pris des profits sur des gros trucs, genre XRP, des choses qui avaient vraiment très très bien Solana, des choses qui avaient très 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 bien fonctionné, mais j'ai pas pris tous les profits que j'aurais voulu, d'accord, on est bien d'accord. Je voyais pas nécessairement le truc revenir forcément sur le bas ici, donc voilà, sur les choses qui avaient vraiment énormément poussé, j'ai pris des profits, mais pas autant que j'aurais voulu. Donc je me retrouve un petit peu dans une situation où finalement, ici on est sur le bas, et où finalement, y compris même sur... En fait, finalement, j'ai la même quantité de stablecoin là que ce que j'avais là, d'accord ? C'est-à-dire que, y compris sur des corrections, je sais pas si vous comprenez l'idée, mais en gros... J'ai pas fait une sortie risk-off comme j'aurais voulu, en tout cas au vu de ce qui s'est passé par la suite. Derrière, moi j'ai quand même ici un bon 25%, 25-30% de stablecoin encore prêt à intégrer et à rentrer sur les alts. Il faut bien comprendre que vous avez 2 poids 2 mesures ici selon votre psychologie, puisque après il y a aucun problème. Vous avez le mec qui va dire on est sur le support, il est là le support, on est sur le support donc il faut rentrer. Et vous avez le mec qui va dire non, ça c'est correctif, donc j'avais une correction, une impulsion, là j'ai eu ma correction et je vais avoir une impulsion supplémentaire et je vais venir chercher 12-13%. Donc je vais aller poser des ordres sur certaines alts dont je pense qu'ils peuvent être la narration du moment, poser des ordres qui vont être des ordres qui aujourd'hui semblent irréalisables, mais qui finalement se réalisent typiquement sur la même idée que ce scénario-là.
C'était encore que là, c'était un peu moins engageant parce qu'on a vraiment récupéré le truc. Imaginez, là, ça serait l'enfer si on fait ça. Là, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? Est-ce que c'est la fin d'une forme d'alt season ou pas? Ça va être, je pense, une bonne question. Mais vous comprenez ici que derrière, celui qui avait joué l'aspect correctif là-dedans, eh ben, il était 100% gagnant puisqu'il avait littéralement attrapé le bottom ultime. Donc, je pense qu'il faut rester cohérent et pour le coup ici pas hésiter à faire des petites entrées sur des alts qui ont vraiment énormément d'intérêt à la fois sur leur côté thème d'investissement, narration, mais également techniquement qui sont sur des supports sur lesquels il semblerait qu'ils soient jusque-là rachetés correctement et ne pas nécessairement ici, je dirais, aller non plus poser la maison et les études des enfants sur ce concept qu'on va tenir ce point-là. Et bien sûr, sur les alts, pour moi, tellement de volatilité en ce moment que je ne les trade pas, puisque je ne trade qu'en levier. Et que je vois pas l'intérêt ici d'aller voilà, placer du gros trade. Alors ça peut être si sur de la journée, sur un truc vraiment, vous rentrez le matin, vous sortez le soir, mais voilà, sur quelque chose entre guillemets de leverager et de position, je trouve que c'est pas hyper engageant. Et quand je vous parlais d'une contraction, pardon, ici, je vous parlais bien sûr de la contraction entre ça et ça. Globalement, celle-ci est plus vieille, ok? Donc théoriquement, on peut se dire que le support est plus ancien. Le problème de support plus ancien, etc., typiquement, donc ce qu'on voit là, voilà, je pense qu'on peut parler d'un support weekly ici, hein, en termes de ligne de tendance, bah, c'est que même si on venait à faire une semaine sous ce support-là, donc une mèche, si, selon la violence, vous comprenez ici, vous voyez toute la violence que peut faire une mèche en weekly, d'accord? C'est ça. Ici, on partait des 22%, et à un moment donné, on est venu taper les 19, et puis on est remonté à 23. Donc c'est le problème de la violence d'une mèche, voilà, en weekly, qui nous ferait croire même par exemple qu'on a perdu l'accumulation ici, donc un signal très vendeur, mais qui pourrait derrière finalement se tenir. Donc ça je regarde aussi beaucoup. Grosso modo, celui qui veut vraiment réfléchir à, bon, imaginons qu'on perde cette ligne-là, mais juste pendant un petit moment, typiquement c'est ça hein, dont on parle hein, globalement. Déjà, dans un premier temps, celui qui pense qu'on peut faire ça, je dirais qu'il doit chercher une valeur horizontale qui est intéressante. Et deuxièmement, donc du coup, juste pour terminer là-dessus, ça c'est théoriquement plus péchu et plus fort, pas plus péchu, mais plus fort que ça, la rouge, qui pour l'instant a rejeté. Le problème étant que généralement dans des compressions comme celle-ci, assez rarement quelque chose d'oblique vient casser quelque chose d'oblique. Donc soit je m'appuie sur quelque chose d'horizontal, à savoir, donc je dois trouver quelque chose depuis ce point-là qui fait qu'on tient et on casse cette rouge. Grosso modo, je trouve qu'en weekly, ouais, il est à peu près, je dirais. Là, on est en weekly, ouais. Il est à peu près là où on est. C'est-à-dire qu'on devrait normalement tenir hein, cet endroit-là et venir casser. On devrait. Hein, si on doit casser, quand je dis on devrait, c'est pas on va. Quand je dis on devrait, c'est si on veut casser ça, il va falloir tenir ça. Voilà, ça serait plutôt ça. C'est un if then. Condition booléenne si vous préférez. Derrière, par contre, si je veux vraiment savoir si ce flag-là, quel est l'endroit où je considère que on n'est pas juste sur une prise de liquidité là-dessous, si on y va, hein, si on perd ça temporairement, et que le mouvement peut se tenir, ok? Et ben à ce moment-là, je vais essayer d'aller trouver un truc horizontal dans sa time frame. Là, en l'occurrence, en monthly, ouais, c'est mignon parce que, vous voyez, ici, là, en fait, c'est la ligne, voilà, qui est là, d'accord. Donc en monthly, il faut absolument tenir à peu près le point actuel. Vous comprenez que du coup, ça nous laisse quoi là, on n'a pas ouvert dessous, donc ça nous laisse énormément de possibilités. Hein. Mais globalement, le support monthly, il est là. Si jamais à un moment donné, on voit qu'on passe un mois entier sous ce support-là, ça veut dire qu'on est dans plus qu'une prise de liquidité sous l'endroit. Bon, globalement, c'est un peu ce qui me gêne aussi parce que vous comprenez que derrière, on a ça ici. Pour le coup, hein, cette avalante en monthly aussi. Donc si on vient perdre ça, bon, globalement, c'est assez facilement ça. Par contre, on peut avoir le signal vraiment en monthly et se dire, ah bah tiens, c'est pas juste une prise de liquidité, on est en train de passer du temps là-dessous.
Donc voilà un peu l'idée sur les alts. Globalement, les alts sont dans un range où finalement on n'arrive pas à casser ça en monthly. Vous voyez les deux bornes hein, ici, monthly et monthly. Donc si ça réaccumule, on le saura quand on aura pété ça. Maintenant, vous comprenez quand on a pété ça, est-ce qu'on peut targeter quelque chose de plus impressionnant? Je dirais que 35% de dominance, pas vraiment. Donc on est déjà à 25-26, hein, bien sûr. À l'inverse, si je passe en dessous, ben, on target 12 ou 13. Donc on est vraiment dans cette zone qui est également un peu le point de contrôle hein, de toute l'histoire, qui est également l'endroit où il y a eu le plus de business de toute l'histoire des Alpes, puisque si vous faites la conjonction de ça et de ça, là, en fait, ce que vous pouvez vous dire là-dedans, c'est, je sais pas... c'est la dominance qu'on regarde, mais ce que je vais dire, c'est totalement cohérent. Admettons, un mec ici, en 2019, achète... peut-être que ça n'existait pas encore à ce moment-là, mais je sais pas... ouais, Matic, ça a dû, je sais pas, n'importe quel L2, Polkadot, etc. Globalement, quand on est à peu près dans ces zones-là, il est à peu près de retour sur ces zones d'achat. Ceux qui ont pris des profits ici vont finalement peut-être commencer à se réintéresser à peu près aux mêmes choses. Entre guillemets, ici, c'est pour vous dire que c'est vraiment des zones où, quand ça craque dessous, bah, ça craque vite et fort, et quand ça craque, quand ça tient, c'est des zones où normalement, théoriquement, voilà, la balance se refait hein, un petit peu entre altcoin et Bitcoin, et on l'a très bien vu d'ailleurs, où je dirais celui qui a joué, on oublie cet événement de marché là, on va dire ça comme ça. Donc là, on va faire un truc qui théoriquement ne se fait pas trop, mais voilà. Hop, je vous prends le même support monthly qui est là. Je vous le décale ici. Ok. Vous voyez que si j'oublie juste cette clôture-là, eh ben, c'est l'endroit, et celle-ci, bon, vous comprenez ici un peu le délire, c'est vraiment l'endroit où, en dessous, on fait que des prises de liquidité très, très sharpouses, très incisives, mais que c'est l'endroit où, en général, on a tendance à switcher. Certains disent que cette saison-là ne va être que pour BTC, etc., et toutes ces choses-là. Bah, à ce moment-là... ce que vous jouez dans ce cas-là, bah, c'est tout simplement du BTC only jusque-là. Et derrière là, pour le coup, vous ferez votre rotation. Et d'autres disent que c'est la zone où en général on rotate. Et que bah, d'une certaine manière, cette idée d'un monthly va tenir. Et je pense que c'est le cas. Je pense que personnellement, les alts ont quelque chose à faire dans ce marché. Et que oui, BTC s'institutionnalise, mais on peut onboarder aussi des institutions. En fait, les alts ont d'une certaine manière un cycle de retard, hein, et que donc on peut onboarder aussi des institutions sur Ether et compagnie. Pour le moment, le marché ne semble pas littéralement faire ça, même s'il y a des afflux sur les ETF Ethereum, etc. Mais ne semble pas totalement faire ça, mais donc on est toujours dans un mouvement qui est plutôt BTC only, mais voilà, ça reste intéressant, je trouve, de garder les yeux grands ouverts. Le fondamental, et on va le faire assez rapidement, visiblement Circle qui cherche à vendre. Circle, c'est un conglomérat plus ou moins Coinbase, plus ils ont déjà pas mal de parts, plus BlackRock, plus des actionnaires. Donc il y aurait une volonté peut-être de vendre. Est-ce que c'est un désengagement de BlackRock de Circle? BlackRock est déjà assez fortement investi dans Coinbase. Hein, ils sont comme cul et chemise, hein, ils couchent ensemble depuis un bon moment. Donc du coup, non, j'y vois pas nécessairement un problème. Et puis également, Ripple, il y a eu une offre à un moment donné qui était 4 à 5 milliards de Ripple qui avait été faite hein, pour tout simplement racheter Circle, qui n'a pas abouti. Globalement, Circle a plutôt perdu des parts de marché, je dirais, par rapport à USDT, par un manque d'agressivité. C'est-à-dire que Circle a été le truc vraiment extrêmement conservateur. D'ailleurs, Circle gagne beaucoup moins déjà a perdu des parts de marché par rapport à USDT, alors qu'ils ont été bien sûr faits après. Hein. USDT bénéficie donc Tether bénéficie d'un réseau par le passé. Et vous comprenez que les paires USDT sont beaucoup plus techniquement tradés que les paires USDC. Mais Circle est beaucoup plus safe. C'est-à-dire que j'ai un rendement qui est moins cool. Par exemple, imaginons que je le stack, etc. Mais par contre, j'ai finalement la certitude que, à minima, la totalité de mes stablecoins sont
investi sur de la dette américaine, et de la dette américaine qui va être... Dont on me montre même quel est le numéro du bon du trésor sur lequel est investi ton bordel. Donc la proof of reserve de Circle est excellente. Est-ce que c'est finalement pas ça est-ce que finalement Tether c'était pas plus ou moins bien positionné, et Tether a plutôt investi, ils font Tether fait par rapport à la quantité de Tether a totalement refusé une introduction en bourse ou quoi que ce soit, et par rapport à la quantité de salariés qu'ils ont, c'est incommensurable la quantité de profit qui est faite sur les stablecoins. C'est vraiment la poule aux œufs d'or, hein, Tether. Circle, beaucoup plus conservateur, donc beaucoup moins gagnant, mais également beaucoup moins de parts de marché, bien sûr. Donc voilà un peu l'idée. Si ça vend à Ripple, pas de trop de doute sur le fait que ça va devenir beaucoup plus agressif vis-à-vis de, bien sûr, Tether. Hein. L'idée est de prendre des parts de marché à Tether. Si ça vend à Coinbase, donc si Coinbase rachète finalement ses parts, et ben à ce moment-là, ça va rester relativement conservateur également. Et de toute façon, je dirais que au niveau de BlackRock, les enjeux restent les mêmes. C'est pas que BlackRock vend quelque chose à quelqu'un, c'est plus, je dirais, un passage de relais ici vers éventuellement un acteur dont on pourrait bénéficier des économies d'échelle. Hein. Comprenez que si Coinbase reprend la main, et Coinbase est déjà uniquement USDC, hein, c'est vraiment le stablecoin de Coinbase, hein, le Circle. Donc c'est déjà un peu le cas. Donc là, l'effet de réseau, il y est déjà, je trouve. Si ça rentre, en revanche, si ça vend à Ripple, là, pour le coup, ce sera peut-être, il y aura plus d'effet de réseau, pourquoi pas. Entre particuliers, c'est suffisamment intéressant pour qu'on en parle, qui prévoit d'acheter 1 million d'euros d'Ethereum. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est bien, c'est français, et on y va. Et puis, le Sénat qui a avancé l'amendement sur les stablecoins, plutôt une bonne chose également. C'était prévu pour août, ça va se faire avant, donc tant mieux. Je vous rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous avez dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens pour pouvoir éventuellement vous inscrire si vous avez dans l'idée par exemple d'ouvrir un compte sur Bluefin. J'ai un nouveau partenaire qui va rentrer bientôt. Je suis en train de faire les trucs pour que ça se fasse. Ça va être relativement sympa. Il va y avoir des très très bons bonus de trading, etc. Ça va être relativement cool. Donc je vous dis pas encore le nom, mais ça va sortir très très bientôt, je pense. Dans la semaine là, hein, probablement on est mercredi, probablement avant dimanche. Bien sûr, vous avez des bouquins Amazon, vous avez des tas de trucs, vous avez... si vous comprenez rien également à l'idée des niveaux, de tout ce qui est trend d'accumulation, niveau, etc., toutes ces choses-là, price action hein, principalement, vous avez en fin de vidéo, vous avez un tuto, vous avez 6 vidéos, 6 ou 7 vidéos, en 2h30 vous allez pouvoir vous former littéralement sur toutes ces choses-là, et je pense que quand vous regarderez la prochaine vidéo, vous pourrez largement plus comprendre tout ce qu'il s'y passe. Ici on est en train de voir pour faire le chèque pour, quand je dis on c'est moi tout seul, faire le chèque pour Mécénat Chirurgie Cardiaque de cette année, donc c'est cool. Strive qui veut racheter 75 000 BTC de créances Empty Box pour créer sa propre réserve crypto. Intéressant, j'avais pas vu passer cet article avant. C'est la société de Vivek Ramaswamy. 75 000 BTC, c'est beaucoup. Hein, Alors Vivek, c'est une forme d'influenceur qui est plus ou moins un peu dans tous les sens. Je pense que c'est un effet d'annonce ici. Faire profiter de la décote sur ses créances. Ça paraît vraiment énorme par rapport à partenariat avec 117 Castle. Ça paraît beaucoup, hein, 75 000 BTC pour la taille, je parle de cette société. Il faudrait aller creuser ici, si ça s'est déjà fait, si effectivement ils ont levé les fonds pour pouvoir le faire. En tout cas, si c'est le cas, ça sera un acteur en plus entre les Square, les Strategy et les métaplanètes au Japon, voilà, tous ceux qui font du BTC leverage, hein, entre guillemets, c'est-à-dire je prends du Bitcoin en trésorerie et ça fait finalement augmenter un petit peu le cours de mon action, ce qui me permet d'en acheter encore plus et ainsi de suite. La SEC qui poursuit Unicoin, visiblement, je ne connais pas, mais
une fraude de 100 millions qui aurait été mise à jour. L'open interest, on va le voir, hein, qui a pas mal augmenté. BTC qui regarde son ATH et des gains visiblement sur ADA, Ripple et Dodge. Je n'ai pas trouvé qu'ils étaient incroyablement. Ces gains ont été ravalés depuis. Ici, on parle encore bien sûr d'Unicoin. Ici, les pays du G7 qui discutent de produits à faible valeur ajoutée, de tarifs sur des produits à faible valeur ajoutée. Chez les Chinois, un petit peu d'inflation en résurgence au niveau du Royaume-Uni. Ici, j'ai pas lu cet article, mais on est sur un truc typiquement américano-américain. Donc on passe. Et puis, voilà, pas grand-chose en termes de calendrier économique. Cette semaine, on va sur les liquidités. 250 millions de liquidés. Hier, c'est pas grand-chose. Vous voyez qu'on liquide la même chose en long et en short. Et que Ethereum est à nouveau, en termes d'open interest, devant Bitcoin. Donc les gens commencent à rechercher. Donc on peut imaginer qu'il y a le même sentiment un petit peu sur le spot, où il y a effectivement quelque chose qui est en train de se faire, petite rotation sur Ethereum. Est-ce qu'elle va tenir ou alors est-ce que c'est un trap, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la smart money. Il n'y a pas de smart money pour moi. Hein. Il y a divers smart money qui se bastonnent entre eux. Mais ici, globalement, c'est celui qui aura le plus gros portefeuille. S'il y a quelqu'un qui veut lourder du BTC pour de l'ETH, tant mieux. S'il y a des gens qui sont excessivement vendeurs d'Ethereum et qui ont vraiment l'oseille pour survendre Ethereum dans cette zone-là, donc un Ether BTC qui plafonne à 0,25, et bien ce sera fait. Mais c'est pas vraiment qui est le plus intelligent, c'est plus qui a le plus de pognon ici. Hein. Sur les marchés en levier, je fais juste un petit truc. Alors, j'ai encore à nouveau une résurgence, et ça c'est plutôt une bonne chose. Vous voyez qu'on n'a pas corrigé sur les 24 milliards. La zone précédente ici est vraiment devenue un support. 23,15 milliards. On a réussi à passer quelque chose, en tout cas moi je le vois comme ça. D'accord? Donc si désormais on déleverage, on pourrait imaginer qu'on a simplement ce besoin de éventuellement revenir déleverager à 23, mais pas forcément dans les 20, d'accord? Qui était auparavant la borne basse de ce qu'on acceptait en termes de open interest. J'ai un joli momentum donc du coup sur l'open interest qui suit bien le prix. J'ai quand même une augmentation, c'est-à-dire que ici vous voyez qu'on était à 102 000, il y avait 23 milliards, et là on est à 100, 107, 108, et on est désormais à 28. D'une certaine manière, donc c'est une bonne chose, hein, bien sûr. J'ai pas non plus un funding qui s'emballe. Vous voyez que ici, si je vous prends, voilà, ici, on était à 0,01, 0,015 de funding dans cette zone-là, et là on y est à nouveau. Donc ici, j'avais le même nombre de longueurs qu'ici, en proportion. Hein. Le ratio long-short est évalué par le funding. Vous comprenez que le funding, comment ça fonctionne? J'ai plus de longueur sur le marché, je reste dans des zones neutres, ce qui est le cas hein, en ce moment. 0,01, ça reste assez neutre. Hein. Y a pas de, on n'est pas sur ces 0,1 qui serait une zone un peu dangereuse, un peu pas très neutre et un peu très fortement leveragé en longue. Mais là, on n'est pas sur cette idée-là. Et donc, globalement, si je devais dire, bon, quand on est là, typiquement, là, ça veut dire que 50% du marché est long, 50% du marché est short, ici par exemple. Là, vous comprenez qu'on avait eu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de longues qui s'étaient positionnées là-dessus. Mais ce deleveraging ici et ce retour à 102 a littéralement nettoyé le truc. On n'est pas revenu à 50% certes, mais vous voyez qu'on est revenu plutôt dans ces zones-là, y compris là-dessus. Les longues se sont finalement délourdées. Hein. Là, j'ai un prix qui monte, un funding qui baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sorti sur le top, d'accord? Et globalement, quand je regarde un peu ça sous cet œil-là, ça veut dire que, parce que là, on est en train de se demander, excusez-moi, j'aurais dû au départ poser le sujet, quelle est qui on a dans ce mouvement d'open interest. Donc je parle ici de 22 à 27 milliards, c'est 5 milliards. Quelle est la proportion que j'ai de long et de short? C'est ça c'est l'étude qu'on est en train de faire là. Je trouve qu'on peut dire que déjà dans la fin de ce mouvement ici, donc de ça à de ça, on est à 50-50 sur du short et du long. On a là-dedans, donc du coup, de 24 à 27, j'ai 3 milliards et dont 1,5 en long, 1,5 en short. D'accord? Ici, pour le coup, on avait eu pas mal de longues, mais vous comprenez que dans l'étude du mouvement, pareil,
on a déleveragé quand même pas mal ces longueurs sur ce mouvement très chat, d'accord? Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire soit ils sont sortis sur la route, soit ils sont fait liquider, hein. En fait, finalement, c'était des retardataires, et globalement, avec ce petit passage sous la structure, là, ici, à 102, on vient chercher sous 102 ici, et globalement, vous avez vu que le funding a été bien reset dans cette zone-là. Donc voilà un peu la chose. On voit aussi également que sur l'augmentation de ce prix-là, pour le coup, sur le début du mouvement, donc je parle de celui-ci, j'ai plutôt un funding qui monte. Donc dans l'étude de dire qu'est-ce que j'ai là-dedans, ce passage de 22 milliards à 27 milliards, qu'est-ce qu'il m'offre? Où est-ce qu'on a enfin, qui est monté dans ce train-là? Est-ce qu'on est plutôt sur du longueur et ou du shorter? Je trouve que pour moi, on peut éventuellement se dire qu'il y a certes un peu plus de longueur que de shorter, puisque effectivement le funding a très légèrement augmenté, mais ça dans des proportions très faibles, d'accord? Ça dans des proportions très faibles parce que grosso modo, on a vu les mouvements ici intermédiaires et que voilà, on trouve que c'est globalement, et ici on aurait un 5 en longue, et là finalement vous comprenez que sur cette montée là j'ai diminution du funding, donc là j'avais quand même pas mal de shorts qui certes a été depuis on est venu chercher, hein, on vient d'aller les chercher à l'instant, et donc sur cette vous comprenez la base de ça, mais que par ailleurs tout ce que j'ai de là à de là, donc ici on est sur du quasi moitié-moitié également, puisque effectivement on a bien déleveragé juste après. Donc voilà, cette idée, je pense que si on tape au-delà, si on va chercher 115, il y a quand même... alors vous comprenez ici, si on parle par exemple de 5 milliards entre ça et ça, c'est pas 5 milliards de liquidation, c'est 5 milliards de position leveragée, c'est différent, d'accord? 5 milliards de position leveragée, veut dire par exemple... Si j'ai un levier 5, j'ai 1 milliard à venir chercher dans chaque sens, d'accord? Mais je pense qu'il y a au moins 500 millions à aller prendre en faisant 107, 110, et 500 millions c'est beaucoup, juste en short, j'entends. Si vous comprenez que si vous faites un mouvement un peu dans les deux sens, ça peut faire une journée à 750, 800 millions, ce qui est une très très bonne journée de deleveraging, enfin de short squeeze entre guillemets. Donc on peut enlever en tout cas ce niveau-là, celui-ci. Je pense qu'il y a quand même un petit peu de short, au moins jusque là, et qu'on vient d'aller les chercher, donc je vais pas le mettre. Mais pour moi, il y a encore du monde au-dessus, mais qu'on a pris quand même un point chaud ici en venant faire ce point-là. Puisqu'on le voit très bien, on voit les liquidations ici, des shorts, vous les voyez, je pense, enfin j'espère que vous les voyez. Pour ceux qui suivent souvent, là, j'ai une diminution de l'open interest, donc ça liquide. Ici, j'ai diminution du prix. Et ici, j'ai un funding qui tout de suite vient diminuer également. Et pardon, excusez-moi, c'est ici, là, dans ce mouvement-là que je liquide du short. Et là, je viens de liquider assez fort du long. J'aime bien aussi, si on regarde vraiment... alors, sur du funding, c'est un petit peu présomptueux d'aller regarder aussi court. Mais vous voyez ici que le funding c'est bien reset avec juste ce mouvement de prix là. Vous voyez qu'ici, là on avait fait d'ailleurs un moment où on était en 50-50. Et vous voyez aussi que le funding c'est bien reset. Alors, funding se met à jour toutes les 8 heures. Je ne sais pas si Binance devait faire une mise à jour où le funding se met à jour plus rapidement. Et vous comprenez que Binance en open interest, je pense que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là, c'est là. Non, pas du tout. C'est là. Binance en open interest, ça représente à peu près 30% du marché, globalement. On regarde où on est en ce moment. 115 000 BTC, vous voyez que c'est le CME qui est devant, ou pour le coup là, le funding nous intéresse assez peu, mais Binance, sur 706, pardon, alors que c'est 20% dorénavant. On a un CME qui est quasiment à 25%, et un Binance qui est désormais à 116 000 BTC. Il y a beaucoup d'open interest en ce moment. Avant, Binance c'était toujours un peu dans ces eaux-là, mais avec un peu moins d'open interest. Voilà. Mais voilà, l'idée ici, c'est que Binance c'est péchu. Donc si Binance diminue ses timeframes au niveau du funding, c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir... normalement, c'est toutes les 8 heures, et nous, on a ici pas mal d'échanges en même temps. Donc ça veut dire qu'on a une fenêtre où, là, globalement, vous voyez qu'il était 8h du mat. Là, il est 10h. Ouais, voilà, ça commence à être cohérent juste à partir de 4-5 heures. Difficile même à dire à partir d'où c'est réellement ultra cohérent ou pas. Mais Binance a peut-être ici, dernièrement, mis à jour ses timeframes. C'était quelque chose qui était prévu. Ils ont dit qu'ils allaient le faire. Donc voilà, c'est intéressant. À partir du moment où après, derrière, sur le funding, vous voyez ici la quantité d'exchange qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
avec dedans quand même bah, la principale, tous les principaux open interest du marché, hein, là où ça trade fort. Donc voilà un peu l'idée. J'espère que de ce côté-là, ça vous plaît. Et j'aime bien aussi cette idée que on donne de plus en plus d'intérêt au funding. Et donc du coup, que les timeframes se resserrent là-dessus. J'irai me renseigner éventuellement, je vous le dirai demain, si jamais effectivement, on s'est effectivement largement resserré. Et qu'on n'est plus sur du funding mis à jour toutes les 8 heures sur Binance. Ça serait assez facile à regarder. Si vous avez Binance, moi je ne trade pas les futurs sur Binance. Mais si vous avez Binance, vous regardez tout simplement la ligne de funding, quand est-ce qu'elle se met à jour. Ici, on peut voir que bah ouais, le point chaud a été pris, il a été pris par 2 fois même, mais qu'on a encore de la liquidité au-dessus. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais, bien sûr, quand on regardait ça. C'est-à-dire, on a enlevé le niveau ici, mais il en reste un peu au-dessus. Et encore une fois, je me répète, mais pour moi, voilà, entre là, 107 et 111, il y a bien 500 millions hein, à venir prendre. Comprenez bien aussi que ici, il y a du monde, mais comprenez bien que, et c'est tout l'intérêt d'avoir fait vraiment l'étude du funding sur un peu plus longtemps que ça, eh bien, cette ligne-là a perdu de sa superbe, même si elle est là, hein, franchement, mais au plus on se décale, et c'est pour ça que c'est hyper bien de regarder la liquidité sous 7 jours, parce qu'en fait c'est 7 jours glissants, donc au bout d'un moment, on perd de la fraîcheur dans la liquidité, et du coup, elle n'est plus, entre guillemets, en tout cas, elle n'est plus sous nos yeux, bah, tout simplement parce que vous avez du monde ici qui commence à prendre profit, certains qui se sont même un petit peu fait peur quand on a eu ici cette diminution, et ça, je pense que vous l'avez compris, parce qu'on a suffisamment pris du temps là-dessus, mais globalement, là-dedans, quand il y a cette diminution ici à 104, eh bien, il y a pas mal de monde à qui ça fait peur, hein. Vous comprenez ici qu'il y a beaucoup de longueurs qui sont à la sortie sur ce mouvement-là. Donc on avait beaucoup de longueurs qui étaient rentrées sur ce mouvement-là. Ici, on voit l'open interest, le nombre de contrats en circulation. Sur cette diminution-là, on a quand même principalement du longueur qui sort et puis du shorter qui rentre, mais diminution du nombre de contrats quand même au final. Ce mouvement-là est également en train de faire peur à pas mal de longueurs et vous comprenez que du coup, c'est ce qui nous ramène le funding sur des zones quasi neutres, alors que le prix a monté et que l'open interest lui aussi a monté. Donc ça ramène dans cette idée que vraiment on a quasiment, si je regarde là 7 jours, autant de monde là que de monde là, même si visuellement c'est pas le cas, on vient de vous montrer grâce au funding que, enfin je viens de vous montrer grâce au funding que c'est le cas. Donc il reste un monde où on vient littéralement wiper sous 100 000 et il est là. C'était d'ailleurs le monde dans lequel, pour nous, il était plus probable qu'on aille sur la vidéo d'il y a 2 jours. Hein. Dans ma vidéo d'il y a 2 jours, mon scénario privilégié était plutôt basé sur cette idée de retracer autour des 100 000. Donc il reste un monde comme ça, mais petit à petit, vous voyez que sur la liquidité, on s'ajuste. Et ça peut éventuellement permettre, et encore une fois, c'est pour ça que quand on a fait la vidéo il y a 2 jours, on était aussi très circonspect sur ce scénario privilégié de faire ça, mais que c'était le scénario privilégié quand même, hein, c'est-à-dire l'idée c'était de venir retoucher cette vallée-là. Il reste encore assez fortement probable qu'on le fasse. Le juge de paix, c'est quoi actuellement? J'aurais tendance à dire que c'est ce 4 heures-là. C'est-à-dire que si on doit rejeter, il y a 2 endroits intéressants où le faire. Vous comprenez ici que pour le coup, on ne rejette pas violemment à partir du moment où on prend ce point-là, et le prix a peut-être envie d'aller un tout petit peu plus haut, d'accord, 108, 109. Donc là, ça sera un endroit éventuellement relativement tranquille pour shorter. Légèrement au-dessus également 110, 111, extrêmement tranquille pour à minima jouer un retracement baissier dérisqué et éventuellement aller chercher un runner pour aller plus bas. Mais que si on perce ce 4 heures, ou si il rejette, va être pour moi le juge de paix. C'est-à-dire que si je veux voir une prise de liquidité qui rejette là, je dois avoir juste une mèche en 4 heures, et on tient le 4 heures à la baisse qui est là. Et il faut comprendre que dans ces UT, comment dire, c'est une vidéo un peu longue, je m'en excuse, mais globalement, ici c'est votre 4 heures ATH, d'accord, jamais, le prix n'a passé 4 heures au-delà de ce niveau-là. 4 heures en entier, n'a fait une ouverture et une clôture au-delà de ce niveau-là. C'est ça la réponse. Pendant ces 4 heures-là, ici, et là, personne n'a décroché son téléphone pour acheter du BTC à 110 000 $. Voilà les infos que j'ai sur cette charte, elles sont globalement là. Il faut bien comprendre que
du coup, c'est ça qui vous crée derrière une belle distribution des familles, d'accord? Euh, Moi, je suis plutôt vraiment inscrit dans cette idée que on va encore une fois à 111 dans un premier temps et 158 dans un deuxième temps. C'est ce sur quoi j'ai basé mes trades du moment. Mais pour ce faire, il va y avoir un moment où il va falloir passer 4 heures, plus de 4 heures au-delà de ce niveau-là. Euh, donc c'est un peu ça l'idée. Vous comprenez ici que ce 4 heures-là est fondamental. Si j'ai une prise de liquidité, on pourrait ici, et je trouve que ça serait hyper cohérent même de le faire, se dire, bon, j'ai un 4 heures certes, mais je l'élargis au daily, tu vois, pour dire, ok, on laisse un peu le temps à ce mouvement éventuellement de se faire, et si je vois qu'en daily ça rejette, en revanche. Mais globalement, j'ai une belle touchette avec tous les niveaux ici. Vous voyez que d'une certaine manière, paf, 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 quasi, hein, là on y est presque. Tous ces endroits sont des endroits où on a rechargé, on a défendu, on a été vendeur au spot. Donc du coup, on a créé de la liquidité. Par contre, hein, il y a une boîte ici. Vous comprenez que au-delà de ce niveau-là, il y a une boîte de position. Il y a des traders de position qui sont en position depuis janvier 2025 et une autre boîte de position en décembre 2024, qui sont des gens qui tiennent cette position-là short en disant je me suis hedgé, c'est ok. J'ai un gros hedge ici, et si jamais le prix rejette, et est-ce que ces gens-là, bien sûr, ces gens-là ont pris du profit, même sur leur hedge, quand on était dans ces zones-là autour des 76, et on a vu des prises de profit ici. Ça, c'est une prise de profit, hein, littéralement. Quand on touche ça et qu'on remonte ici, c'est une prise de profit. Idem, on peut les voir ici sur les mouvements, je dirais, assez sharp. Non, ça c'est pas très sharp, ça non plus. Ouais, peut-être un petit peu ici, il y a eu de la sortie aussi, mais vous voyez un peu l'idée. Où est-ce que je voulais en venir? Oui, ben là où je voulais en venir, c'est que de toute façon, et on y est là, si ça doit rejeter en 4 heures, c'est maintenant. Si ça ne rejette pas maintenant, vous comprenez qu'ici, ça semble quand même, dans l'UT inférieur, votre 4 heures, il était là, il a été cassé ici. Et donc du coup, dans l'UT inférieur, on pourrait mettre, je pense, un daily, ça pourrait avoir du sens. Oui. Ouais, le daily reste un petit peu intéressant parce que on est pile dans un instant de Nutella ici aussi. Alors c'est dommage qu'il y ait cette petite, vous voyez, cette petite bougie d'indécision ici qui fait qu'on peut pas mettre le daily plus bas. Si jamais on avait pu, on aurait pu. Si jamais on avait pu le mettre plus bas, on aurait eu un truc hyper intéressant pour le coup. Ouais, encore que même il est quasi cassé, donc c'est un truc entre deux là ici. Mais voilà, on va mettre cette résistance en daily aussi ici aussi, en se disant que si j'ai de la conjonction, enfin, si je ne clôture pas ici, euh, si j'arrive à hard closer ce niveau, hard closer ça veut dire faire une ouverture et une clôture, comprenez ici que c'est une résistance, donc une ouverture et une clôture au-dessus, une bougie qui est au-dessus, c'est plutôt propre pour aller chercher ces niveaux-là. Et de deux, si j'arrive à péter ce 4 heures-là, c'est plutôt propre pour tout simplement nouvelle ATH et plus. Mais c'est pas juste. L'idée d'un nouvel ATH, c'est pas, même pas juste ça. C'est juste que simplement, prise de liquidité certes au-dessus de l'ATH, mais mouvement un peu plus pérenne. Et on voit en ce moment, en tout cas je trouve sur les afflux ETF et ce genre de choses, une zone d'intérêt quand même où les gens commencent à se dire, et quand c'est et faites attention aux idées que BlackRock achète ou ce genre de choses. Non, c'est les clients de BlackRock qui achètent quand il y a des afflux sur les ETF. Mais on voit quand même peut-être un petit peu une zone d'intérêt spot qui est en train de se faire. Il y a ce truc assez correctif sous ATH qui peut peut-être nous dire que on n'est pas sur un truc comme ça. On n'est pas sur une poussée. Alors, ça pourrait presque pu être engageant. À partir du moment où on le perd ici, ça l'est moins. Mais ce truc correctif sous ATH est pas moche en soi. Ça temporise, il va falloir reprendre un petit peu de momentum et éviter voilà, d'avoir des pertes de volume sur les ETF, bien suivre les afflux ETF. En ce moment, je les ai moins suivis. Vous m'en voudrez pas. Avant, je postais tous les jours sur Twitter les afflux ETF. Maintenant, je le fais un peu moins. Mais il y a eu des très très beaux afflux. Je crois qu'on est sur 7 ou 8 milliards, ne serait-ce que sur la semaine. Je voulais dire encore autre chose, mais j'ai oublié. Ça m'a fait tilt et je me suis dit, tiens, c'est super intéressant de parler de ça, mais j'ai oublié. C'est pas tellement dramatique. Peut-être que ça me reviendra d'ici demain. J'en profite encore une fois pour vous dire de mettre un like. Je sais pas très bien vendre le truc, bien sûr, mais globalement, mettre un like, ne pas hésiter à activer la cloche des notifications. Ce type de contenu, je pense, est vraiment spécifique. Donc, bien sûr, il faut avoir
les reins un peu solides et il faut avoir 1 heure devant soi, bien sûr, pour le regarder, mais je suis convaincu que ça, il n'en reste pas moins que c'est un type de contenu qui peut plaire à beaucoup plus que l'auditoire actuel, et que donc du coup il faut pas hésiter à aider, à titiller un peu l'algo pour que, y compris enfin je suis sûr qu'il y a des gens motivés qui ont vraiment ici encore plus d'intérêt à venir découvrir cette chaîne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, on voit un petit peu, j'ai mis 2 ans, vous voyez, j'ai mis tout de suite, qu'est-ce qui est le plus large. On voit un petit peu qu'on est venu chercher quand même une jolie zone en termes de position, et on voit que globalement c'est 109, 110 qui peut être intéressant. On voit aussi que finalement ici ça avait rejeté dans une zone et ça avait vraiment juste pris la liquidité et ça s'était barré en bas. Là c'était pas venu la chercher par exemple, hein, bizarrement, mais c'est le taf qu'on vient de faire là ici à l'instant. Donc sur 2 ans on est en quasi zone où il va falloir quand même de la demande au spot pour que cet ATH ne rejette pas. Et si jamais en revanche il arrive à ne pas rejeter, encore une fois, pour moi c'est assez facilement 111 et derrière assez facilement 160. Personnellement j'ai une target sur ce cycle pour la fin de l'année, donc je pense qu'on va avoir une fin d'année assez magnifique, à 200, 230 000. Mais aucune certitude de ce côté-là, et c'est pour ça qu'on fait la routine tous les jours, c'est pour ça qu'on regarde tous les jours, on regarde si ça se passe bien, et on regarde si, bien sûr, toutes ces choses-là continuent de tenir dans leur momentum, leur UT, voilà, tout ce qui est en train de se passer, mais pour le moment, il n'y a rien de moche dans ce concept-là. Voilà, l'idée ici, ça serait de venir chercher globalement ces zones-là avant la fin de l'année, hein, pour moi. Donc repasser au-dessus de la violette, on a cette target qui est d'aller chercher la violette, chercher les targets de flag, etc., toutes ces choses-là, au-dessus de 160, et la target suivante, voire la target ultime en ce qui me concerne, parce qu'au niveau du calcul des enjeux, etc., je pense pour moi c'est la zone de sortie, entre guillemets, c'est courant en fin de l'année, donc plutôt dans ces eaux-là. Novembre-décembre, là ça monte 382, ici moi je me base plutôt toute cette zone-là, d'accord, hein, en termes de prise de profit ultime, entre guillemets. Aucune certitude qu'on y va. Pour le moment, en tout cas, on est dans ce mouvement-là. On est en train de se dire que ce mouvement-là peut fonctionner. Attention, parce que vous avez bien sûr la possibilité qu'on fasse des choses comme ça. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Ok, on est de toute façon pas surexposé, hein, et on protège toujours, que ce soit son capital de trading ou son capital d'investissement. Faites attention, des protocoles comme AV, etc. Faites attention aussi au truc de vous dire, par exemple, je sais pas, BTC n'ira jamais sous 50 000 $. Si jamais BTC va ne serait-ce qu'à 60, vous aurez déjà les fesses qui font bravo, et vous serez déjà très largement en termes psychologiques dans des zones où vous n'avez pas envie d'être, hein, puisque vous comprenez ici, le support il est là, hein. Vous avez un support ici aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, celui qui se dit on ne peut pas aller perdre le support, c'est ça qui crée ce type de mèche, hein, d'accord, c'est vos liquidations et c'est vos certitudes qui créent ce type de mèche. Et pour le coup, là, il y a du monde, je pense que c'était en juillet-août, ouais, c'est ça. Juillet-août 2024, il y a du monde qui est resté sur le carreau, d'accord. Donc ne restez pas sur le carreau, soyez bien évidemment en permanence sur la défensive. Et encore plus quand c'est vert, d'accord. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, quelle est votre bière préférée? Tiens, question. On parle de la petite bière, pas de la bière pas de la bière de microbrasserie, etc. Voilà, juste en termes commercial, disons, voilà, quelle est la bière que vous appréciez de boire? Ça m'est venu comme ça.
Question, de toute façon, cette chaîne est interdite au moins de 18 ans, donc je pense que j'ai le droit de parler d'alcool. Et de toute façon, elle est bâchée par YouTube, littéralement. Donc je pense que j'ai le droit de faire ce que je veux. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Merci de votre confiance, de l'engagement également que vous portez pour la chaîne. Et puis, à demain. Ciao, ciao.